Alors c'est un plan d'action que je vous propose. Pourquoi un plan d'action ? Parce que faire un site internet, surtout quand on l'envisage à titre professionnel, il faut avoir une vision globale, une vision large. Il y a énormément d'étapes à franchir, de points à faire, et il y a un ordre chronologique optimal à suivre pour que les choses soient bien faites et gagner du temps au final. Donc le premier point, c'est le check produit. Donc, il est temps de vous poser des vraies questions à propos de votre produit et surtout en toute objectivité. Est-ce que mon produit a un réel intérêt ? Apporte-t-il un vrai plus significatif à mes clients ? La concurrence est-elle acceptable ? Qu'est-ce qui peut vous démarquer ? Son prix est-il adapté aux moyens de votre cible ? A-t-il un public potentiel assez large ? Quels sont ces 5 plus gros défauts ? Pouvez-vous y faire progressivement quelque chose ? Quelles sont aussi ces 5 qualités ? Voilà. Il faut faire un bilan, une checklist de ce qui qualifie vos produits et d'essayer en toute objectivité de cerner s'il y a des problèmes potentiels. Ça, c'est la première des choses. Alors le produit, ça peut être un sujet de nombreuses formations, trouver la bonne idée de produit, améliorer son produit. Votre point de vue est important, mais celui de vos clients, de vos futurs clients l'est aussi. Alors faites des sondages et regardez les critiques sur les forums et sites d'avis de produits qui sont semblables. Vient ensuite le check de votre cible. Donc savoir à qui on vend, c'est fondamental pour mieux vendre. On l'a déjà vu dans cette formation plusieurs fois même. Donc voici une série de questions. D'abord, qui sont-ils ? À qui sert le plus mon produit finalement ? Quels endroits physiques et virtuels fréquentent-ils ? Ensuite, vous essayez d'entrer dans leur psychologie. Qu'aiment-ils ? Que détestent-ils ? Quel type d'informations pouvez-vous leur servir sans les frustrer, en fonction de l'endroit où vous allez les interpeller ? Sur des forums, sur des blogs, sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a peut-être un discours à tenir différent selon l'endroit où vous allez intervenir. Qui va prendre la décision d'acheter votre produit ? Est-ce que c'est vraiment la personne que vous allez toucher ou est-ce que c'est un décisionnaire dans une entreprise ? Le but, c'est d'essayer de dresser des portraits précis de chaque profil de vos clients et de trouver une approche marketing la plus adaptée à chacun. Il faut faire donc comme on l'avait vu aussi plus tôt, des personas pour une sélection de profils, ceux que vous estimez les plus primordiaux. Et il ne faut pas oublier que ces personas se font aussi bien sur des détails qui peuvent paraître futiles au premier abord que sur des gros traits. Le fait que Suzy aime bien porter des robes roses ou des robes blanches avec des cerises rouges, ça peut ne pas être si anodin que ça, surtout en fonction du secteur dans lequel vous opérez. Troisième étape, c'est le travail de votre identité. Donc ça aussi, c'est un point qu'on a vu et revu. Alors vous savez ce que vous allez vendre, vous savez à qui vous allez le vendre, donc maintenant il est temps de travailler le lien entre ces deux éléments, et ce lien donc c'est votre identité. La marque Bentley par exemple, elle ne raconte pas la même histoire que la marque Hyundai. Ils utilisent des codes, des messages, des tons, des sujets différents. Vous devez donc créer une identité qui accroche et fidélise votre cible, et leur raconter des histoires qui les touchent. C'est ce qu'on appelle le storytelling. Donc il s'agit d'une étape regroupant technique, sensibilité artistique, intelligence commerciale. C'est pour cette raison qu'en fonction de votre budget et de vos compétences techniques, vous devez suivre les conseils qu'on a vus dans la partie précédente. Et donc voici une liste des éléments à travailler. Comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez partir du thème de votre site. Ça peut être un moyen efficace pour minimiser les risques. Le premier point, donc, c'est l'histoire que vous racontez. Vous pouvez créer une fiction. Vous pensez au pub Knerta, on projette les gens dans un univers où le petit garçon fabriquait un petit bateau en bois. Donc trouvez votre histoire, trouvez quelque chose qui vous ressemble et qui permet de regrouper un maximum de gens autour de vous. Ensuite, trouvez le message global de votre entreprise. Donc finalement, c'est un slogan. Le ton le plus approprié pour séduire. Le logo. Éventuellement, donc oui, une constante visuelle. Vous prenez Business Antidote, donc on est parti sur le truc de l'antidote, donc on a gardé une constante visuelle qui est cette fiole. Pourquoi vous n'auriez pas éventuellement ce même genre de constante visuelle ? Et dernier point, la charte graphique, donc c'est au moins les typographies. Les différents types de typographies dont vous pouvez avoir besoin, 2-3 typographies suffisent. On va mettre en place ensuite son cadre de travail marketing. Donc j'ai consacré une vidéo à ce point.
L'idée étant de faire un premier choix parmi l'arsenal d'outils et méthodes web marketing existants pour répondre aux 3 phases déjà abordées. Donc je vous rappelle ces 3 phases. Comment on génère du trafic qualifié, comment on convertit ce trafic en prospects, et puis enfin, comment on convertit ces prospects en clients. Donc trouver, est-ce que je vais faire du réseau social, est-ce que je vais faire de l'emailing, bref, on va essayer de faire des choix dans les différentes méthodes qui s'offrent à nous. Alors si vous souhaitez faire en sorte que Google vous apporte des milliers de visiteurs gratuits par mois, il faudra très certainement envisager un blog, car mis à part de rares exceptions, seuls les sites ayant beaucoup de contenu régulièrement mis à jour peuvent générer des milliers, des dizaines de milliers de visiteurs par mois, comme par exemple les forums, les gros sites e-commerce, les sites d'annonces, etc., etc. Bref, dans le cas d'un site d'entreprise classique, c'est souvent le blog qui s'impose et qui est le plus adapté. Et vous verrez que il y a que de très rares cas où un site vitrine faisant quelques dizaines de pages peut générer des milliers de visiteurs venant de Google. En général, c'est souvent les sites où il y a très peu de concurrence ou simplement une forte demande. Alors la question va être de savoir, est-ce qu'il vaut mieux avoir un blog qui est intégré dans son site, c'est-à-dire dans un onglet, vous êtes dans votre site vitrine et vous avez une page blog et le blog est intégré au site, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un blog séparé, c'est-à-dire un second site ? Alors moi je dirais que mis à part le fait qu'avoir un blog sur une page séparée, ça représente plus de travail, c'est peut-être le seul inconvénient que ça ait, parce que d'une manière générale, il y a, d'après moi, plus d'intérêt. Le premier intérêt, c'est l'opportunité de paraître plus objectif dans un certain sujet auprès de votre audience, parce que quand on est une entreprise et qu'on va vouloir vanter les mérites de notre propre société, c'est pas crédible. Que si vous avez un blog à part, vous allez paraître plus objectif, les gens vont pas forcément faire le lien entre vous et l'entreprise qui se cache derrière. Ensuite, vous pouvez développer une identité différente. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un logo, un positionnement particulier pour votre entreprise, et puis avoir quelque chose de parallèle par l'intermédiaire de votre blog. Vous pouvez envoyer des backlinks d'un site à l'autre, donc ça c'est pas trop mauvais pour le référencement. Vous pouvez faire évoluer votre blog sur un business différent par la suite, c'est-à-dire que si vous décidez de vendre d'autres produits qui sont pas nécessairement compatibles avec votre entreprise au premier abord, vous décidez de partir dans d'autres directions, le fait d'avoir votre blog à part, ça vous le permet. Et puis, je dirais que dernier point, c'est le fait d'avoir une image un peu plus de journaliste. Ça vous apporte la possibilité d'être invité potentiellement dans des événements, et puis pour votre notoriété, c'est plutôt bon. Donc en étape 6, je vous recommande de choisir votre nom de domaine et de le réserver et de choisir en parallèle un hébergeur. Donc à ce stade, en fait, si vous voulez, ça permet de gagner du temps, parce qu'il y a certaines formules d'hébergement qui ne sont pas accessibles immédiatement, donc ça vous permet d'anticiper un gain de temps, si vous voulez, sur le déploiement de l'hébergement. Ça permet de savoir tout de suite si un nom de domaine est disponible, parce que des fois, on consacre du temps autour d'une idée, et puis au dernier moment, on est obligé de changer d'idée, parce que le nom de domaine qu'on souhaitait, qui est toujours lié au nom du blog, le nom qu'on va donner à notre blog, ce nom de domaine, s'il est plus disponible, des fois, ça peut nous amener à devoir changer de nom de blog, ce qui est problématique. Et puis ça permet d'éviter que quelqu'un d'autre ne le réserve avant vous. Des fois, on n'a pas de chance, ça nous passe sous le nez. Donc c'est pour ça que c'est une étape, quand on a déjà fait le travail de il me faut un blog, d'avoir son cadre marketing, on a travaillé son identité, on connaît son produit, sa cible. Il n'y a rien qui nous empêche de réserver notre nom de domaine à ce stade-là. En 7e étape, je vous recommande d'établir ce qu'on appelle le plan de carte du site. Donc un plan de carte, c'est tout simplement une présentation des différentes pages sous la forme d'un organigramme. Donc vous voyez, vous allez dire, la racine, je veux page d'accueil, page à propos, service, blog contact. Donc là, c'est un plan de carte très, très minimaliste. Si vous voulez, c'est l'étude de votre produit, de votre cible et la réflexion autour de votre cadre marketing qui va vous aider à déterminer les pages dont vous aurez besoin. Donc vous allez vous inspirer de la liste des pages importantes qu'on a vues ensemble.
dans la partie précédente, et pensez aux éventuelles landing pages si votre cas de web marketing que vous allez mettre en place implique, je sais pas, de la stratégie, de l'advertising. Et ben vous allez vous dire, il va me falloir une landing page pour tel public que je vais cibler sur telle annonce Google, etc., etc. Ensuite, on va commencer à créer les maquettes, en tout cas pour les pages principales de notre site, et pratiquer ce qu'on appelle le copywriting. Donc en gros, vous allez commencer par faire des schémas au crayon. Vous allez dire, voilà, là je veux une vidéo parce que je sais que ça va optimiser ma conversion. Là je vais mettre un titre de page très significatif. Je vais mettre un call to action. Je vais le mettre de telle couleur pour tester pour ma première version. Et puis voilà, vous allez structurer grossièrement au crayon, sur du papier, l'allure de votre page d'accueil, l'allure de vos landing pages, en sachant que vous pouvez toujours vous inspirer de votre thème. Si la page d'accueil de votre thème, vous la trouvez efficace et que vous êtes dans l'optique de minimiser l'impact sur votre thème, gardez la page d'accueil, vous économisez du temps en termes de maquette. Par contre, pour les landing pages, c'est toujours mieux d'avoir une maquette. Et donc le copywriting, en fait, c'est tout simplement l'art de créer un texte enthousiaste qui met en haleine, ce qu'on appelle faire du teasing. Et c'est l'art de convaincre votre lecteur d'appuyer sur le bouton ou en tout cas d'effectuer l'objectif que vous avez fixé à cette page en question. On va ensuite préparer la rédaction des articles. Donc cette 9e étape, elle vient du fait que le phénomène le plus fréquent lorsqu'on a un blog, c'est qu'on le laisse très vite mourir. Pourtant, c'est l'investissement dans le temps qui va finir par payer. C'est un peu comme le sport, si vous voulez. Donc il faut être organisé et tout planifié et garder une cadence de production pour pas se décourager et puis pour voir les premiers résultats. Et voilà. Et comme je vous dis, c'est un peu comme le sport. Donc la préparation, c'est indispensable. Pour éviter tout d'abord donc le découragement, pour avoir une vision à long terme, faire mûrir les sujets, parce que des fois on a des idées de sujets, mais ça demande un peu de réflexion pour les approfondir, pour les comprendre. Ensuite, ça permet de s'imposer une cadence, et puis ça va nous aider pour l'étape qui suit, qui est celle de rédiger les tags et les catégories. Donc créer ces tags et ces catégories, ça permet de gagner du temps à la construction du site. Et puis, le fait de les créer au démarrage, alors l'idée n'est pas de toutes les créer, ces catégories et ces tags, mais d'au moins créer celles qui vont pas tarder à accueillir des articles. Vous avez déjà dressé votre liste d'articles que vous allez rédiger dans les semaines et les mois à venir. Donc, vous savez dans quelle catégorie et tags vous allez les ranger et quels tags vous allez les associer. Et donc, l'intérêt, c'est que ça permet en fait au moteur de recherche de déjà détecter qu'il y a des pages qui sont autour de tel ou tel sujet. Donc, ça commence déjà à ancrer votre site sémantiquement dans l'indexation des moteurs de recherche. À l'étape 11 vient donc la planification de l'emploi du temps. Donc, tout ce qui est publication sur les réseaux sociaux, la rédaction d'articles, l'analyse et l'optimisation de votre site, et j'en passe. C'est un ensemble de tâches qui découlent de vos choix stratégiques et qui sont effectuées de façon récurrente. Donc il est impossible d'obtenir des résultats sans une organisation rigoureuse. Il faut absolument un planning. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de lister toutes les tâches récurrentes que votre stratégie implique. Ensuite, de faire un tableau à 5 colonnes, plus ou moins, en fonction des tâches que vous avez listées. La première colonne, je dirais que c'est la colonne des tâches qui seront à exécuter annuellement. Les tâches à exécuter trimestriellement, mensuellement, hebdomadairement, quotidiennement. Donc une fois que vous avez rangé et associé chacune des tâches à une colonne de ce tableau, il vous suffit de créer un calendrier comme avec Google Calendrier, et puis de créer des notifications pour vous rappeler à l'ordre que quelques jours auparavant ou quelques heures, vous pouvez mettre plusieurs notifications pour un événement, de dire que à tel moment, vous allez devoir vous préparer à effectuer telle tâche. Arrivé à l'étape 12, on a franchi toute la partie du travail préparatoire et on peut commencer à rentrer concrètement dans la création du site. Donc, je vais vous montrer en vidéo comment on crée un dossier vide sur son serveur et comment on fait pointer un nom de domaine vers ce dossier, de sorte à plus tard afficher le contenu de ce dossier, à savoir le site WordPress.
Toujours dans une vidéo, on verra l'étape de création des adresses email, parce qu'il y a plein de moments où on va avoir besoin de nos adresses. Donc voilà, WordPress à son installation, il va nous demander un email pour l'administrateur. Des services comme Akismet, Gravatar vont nous demander des adresses email. Vos comptes sociaux comme Facebook et Twitter, Pinterest, LinkedIn vont vous demander des adresses email. Et puis, des fois, on commence déjà son activité, on a besoin d'adresses email pour ses cartes de visite, son support papier. Donc, c'est important très tôt d'avoir déjà ces adresses email avant même que le site soit en ligne. 14e étape, en vidéo, une fois de plus, on va voir le téléchargement de WordPress sur le site de wordpress.org. On va créer un compte FTP qu'on va relier à notre dossier qui sera encore vide à ce moment-là. Et puis on va transférer les fichiers du WordPress vers le dossier vide du serveur. En vidéo, nous verrons la création de la base de données MySQL nécessaire à l'installation du WordPress. Donc ça va aller relativement vite. À l'étape 16, on va voir la procédure d'installation de WordPress au sens logiciel, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait pointer notre nom de domaine dans le dossier dans lequel il y aura les fichiers WordPress, on va avoir une interface qui va nous proposer étape par étape de procéder à l'installation de ce WordPress, qui va en grosso modo consister à venir créer des tables dans notre base de données auxquelles on aura associé ce WordPress. Donc là, à l'étape 17, notre site sera accessible, on accédera au back-office de notre site, et on va activer le backup automatique de notre site, parce que dès qu'on commence à venir toucher l'installation de WordPress, qu'on va venir installer des plugins, qu'on va venir installer notre thème, on n'est jamais à l'abri de faire une erreur de manipulation. C'est pour ça que c'est le premier réflexe à avoir, c'est de programmer une sauvegarde automatique pour pouvoir venir restaurer au besoin en cas de problème. Nous installerons à l'étape 18 le thème. À l'étape 19, on va parcourir le thème, parce que c'est une étape fondamentale. On va aller regarder un petit peu comment fonctionne notre thème, le découvrir, comprendre ce qu'il nous permet de faire, essayer de voir comment on peut reproduire les différentes pages qui nous ont été proposées quand on l'a choisi. À l'étape 20, on va installer les extensions qu'on estime être importantes et utiles, comme WordPress SEO. Vous savez qu'un thème vient parfois avec des extensions, comme Visual Composer, Revolution Slider ou d'autres, mais elles ne sont pas toutes là, donc il va falloir venir installer les extensions qu'on estime être utiles pour notre activité, pour notre site internet. On va ensuite venir renseigner les métadonnées de l'accueil, de la page d'accueil de notre site. Donc je vous fais une petite vidéo là-dessus, simplement parce que Google, même si on va décider que le site n'est pas référencé, il fait un peu ce qu'il veut. Donc, ils peuvent déjà pointer le bout de son nez. Il est important quand même qu'ils ne référencent pas les données de base de WordPress. Donc, il faut qu'il ait déjà les métadonnées de la page d'accueil qui soient optimisées. Donc, je vous montrerai comment on fait. La 22e étape consistera à venir customiser notre thème. Donc, la customisation du thème, ça dépend du thème. Chaque thème nous permet de faire une étendue de choses différentes. Le plus souvent, on peut uploader notre logo par le biais de l'interface de ce thème. On peut venir changer une couleur dominante ou d'autres couleurs. On peut venir changer du texte en pied de page. On peut avoir des variantes de structure de l'entête. Bref, tout ce que le thème propose, on va venir l'ajuster en fonction de nos besoins. On créera ensuite un favicon. Alors le favicon, c'est la toute petite illustration qui apparaît dans les onglets des navigateurs. Je vous montrerai comment on peut en générer une à partir de votre logo. À la 24e étape, on va créer tous les contenus vides. Alors ce que j'appelle les contenus vides, c'est tout simplement les pages et les articles qui sont censés être là le jour de la mise en ligne officielle du site. Pourquoi il faut créer d'abord ces contenus vides? Tout simplement parce que quand vous allez passer à l'étape de remplissage de ces pages, vous allez avoir besoin à un moment donné de faire pointer des liens d'une page à l'autre. Et à chaque fois, si vous avez besoin de créer un lien vers une page qui n'existe pas, il faudra venir soit arrêter ce que vous êtes en train de faire pour venir créer cette page, soit prendre le risque d'oublier que vous aviez un lien à faire. Enfin bref, c'est plutôt pénible. Donc, commencez par créer toutes les pages vides
de votre site, la page FAQ, vous mettez rien dedans, vous l'appelez juste FAQ, vous mettez la bonne URL, et comme ça, quand vous allez passer à l'étape de création de contenu de l'intérieur de la page, les URL seront déjà existantes. Donc je vous montrerai en vidéo voilà quoi ça consiste. Donc suite à la construction des contenus vides, vous allez créer tous les widgets et les modules dont vous aurez besoin. Donc ça comprend les widgets qui apparaîtront dans les zones de widgets et les extensions qui apparaîtront à l'intérieur des pages. Par exemple, les diaporamas Revolution Slider, si vous utilisez Revolution Slider, les formulaires Gravity Form. Donc vous avez des extensions qui vont s'injecter par le biais de shortcode. Donc quand vous allez créer le contenu des pages, c'est toujours bien d'avoir déjà vos modules dont vous aurez besoin. Vous allez vous baser, vous inspirer de vos maquettes et vous savez qu'à tel endroit vous avez besoin d'un formulaire. Donc c'est bien d'avoir déjà tous les formulaires de créer, d'avoir tous les diaporamas de créer, pour ensuite venir les injecter aux bons endroits, quitte à venir faire des modifications ensuite dans ces modules. On ne vous demande pas de créer la version définitive. C'est juste une question d'optimisation du temps pour structurer et construire votre site rapidement. C'est seulement à l'étape 26 où on va venir créer le contenu en détail, des pages, des articles, et qu'on va venir donc injecter les fameux modules qu'on a créés auparavant, qu'on va venir créer des liens vers d'autres pages et qu'on va taper le texte, on va structurer nos pages éventuellement avec Visual Composer. Donc c'est à l'étape 26 qu'il est préférable de faire ce travail. Toutes vos pages sont créées, donc au final votre site est quasiment terminé. On passe à l'étape du test du site. Donc ça consiste à cliquer sur tous les liens, les boutons, les menus pour vérifier que les liens sont fonctionnels, vérifier le fonctionnement des formulaires. Est-ce que quand on valide, il n'y a pas une erreur? Est-ce que le destinataire, à savoir vous, l'administrateur, reçoit bien un email avec le contenu des informations saisies? Est-ce que la personne reçoit bien un message de remerciement? Est-ce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe? Donc ça, de toute façon, c'est l'étape globale du site, vérifier les fautes d'orthographe et les coquilles. Ensuite, il faut tester sur des périphériques de tailles différentes, mobiles et tablettes, et puis tester sur des navigateurs différents, Firefox, Internet Explorer, etc., etc. Votre site est terminé, il fonctionne, pas d'erreur particulière. Il n'y a plus qu'à réactiver le référencement pour que Google puisse approfondir son scroll, s'il ne l'a pas déjà fait, mais en tout cas qu'il ait l'autorisation de le faire. Ensuite, étape 29, on va installer Google Analytics pour commencer à capturer des données statistiques sur les consultations de votre site. Puis à l'étape 30, on va activer ce qu'on appelle Google Webmaster Tools, qui va nous donner des informations sur l'indexation de notre site pour l'améliorer. Avant-dernière étape, l'étape 31, vous créerez vos différents réseaux sociaux, Facebook, Google+, Twitter, tous ceux que vous avez listés dans votre cadre marketing. Et pour finir, vous allez suivre le planning que vous aurez créé précédemment. Donc voilà cette première vidéo qui était assez longue parce qu'il y a pas mal d'étapes à suivre. On va commencer tous les points qui, selon moi, ont nécessité de faire une vidéo à part.